Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir, il est 18h18. Bonsoir François Gabard. Bonsoir. Merci beaucoup, merci d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Tout le monde connaît le skipper de talent que vous êtes, grand compétiteur, mais aussi ingénieur, on aura l'occasion d'y revenir. Alors je voudrais d'abord que l'on dise un mot du Vendée Globe, bien sûr. Les concurrents sont dans la dernière ligne droite. Vous-même, c'est une course que vous avez remportée en 2012-2013. Et cette année, plus que jamais, peut-être la compétition est redoutable. On a dans un mouchoir de poche en tête 6, 7, 8 concurrents qui peuvent peut-être encore viser le podium. C'est inédit ce final, non ? C'est juste dingue. C'est objectivement historique. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire du Vendée Globe et d'une manière générale, course majeure et des tours du monde en course au large, que là, si proche de la ligne d'arrivée, parce que c'est vrai que c'est une semaine pour un tour du monde, c'est rien, qu'il y ait autant de bateaux qui puissent jouer la gagne. C'est juste dingue, hallucinant. Alors pour le suspense, pour nous, à terre, c'est super. Pour eux, les marins, je pense que c'est génial aussi, parce que c'est des compétiteurs, ils aiment cette adrénaline quelque part de la compétition jusqu'au bout. Et par contre, pour nos nerfs, à tous, je pense que c'est un petit peu dur. C'est un peu dur, mais c'est génial. Donc on rappelle que pour l'instant, en tout cas en tête, il y a Charlie Dalin et Louis Burton. Depuis le départ, cette course, François Gabard, elle est incroyablement disputée. Alors, je pense qu'elle est, depuis le départ, depuis l'origine du Vendée Globe, il y a toujours plein de surprises sur le Vendée Globe. Et cette année, c'est vrai qu'on a cette surprise de regroupement de flottes en permanence. Les premiers bateaux, les bateaux qui sont devant ont souvent des conditions météo qui les font ralentir. Et ça regroupe comme ça un petit peloton de bateaux qui n'arrivent pas à se départager jusqu'à maintenant. Alors il va falloir se départager. À un moment donné, il n'y en aura qu'un sur la ligne. Et encore que, parce qu'en plus il y a eu des sauvetages de Kevin Escoffier. Oui. Alors expliquez-nous, parce qu'il y a l'histoire de bonification du temps après le sauvetage. C'est ça, Kevin Escoffier a fait naufrage au large de l'Afrique du Sud. Il y a certains bateaux qui se sont déroutés pour porte-assistance, dont Jean Le Cam qui a sauvé Kevin. Bien sûr, on en a parlé. Mais ils sont plusieurs à s'être déroutés. Et donc le jury a considéré le temps qu'ils ont perdu dans ces manœuvres-là. Et c'est donc une bonification qu'ils auront une fois qu'ils auront coupé la ligne d'arrivée. Ça veut dire qu'on pourrait arriver à une image d'un bateau franchissant en premier la ligne d'arrivée et qui pourtant n'est pas déclaré vainqueur. Exactement, ce qui serait quand même, encore une fois historique, qui ça doit être promet super quelque part pour celui à qui du ça pourrait suspense arriver. jusqu'au bout. Alors évidemment, ça serait extrêmement frustrant pour le bateau qui arriverait devant et qui quelque part se ferait doubler par cette bonification. Néanmoins, c'est la règle. De toute façon, le sport est frustrant, le sport est parfois cruel. Et voilà, cette règle, elle existe. Heureusement, il y en a cette chance. Kevin est là, il va suivre cette course, le suspense de cette course jusqu'au bout. Donc voilà, on est évidemment très content qu'on ait pu sauver Kevin. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Et après, par contre, ça ne fait que remettre encore un peu plus de suspense, parce que même si la flotte est groupée, les marins qui bénéficient de cette bonification, on va dire, sont plutôt un tout petit peu derrière le paquet. Je pense à Boris Herrmann, qui doit être actuellement 3e là, au moment où on parle, et Jean Le Cam et Yannick Bestaven. Jean Le Cam qui ferme un petit peu ce groupe-là de favoris, et qui, lui, bénéficie de la plus grande bonification. Donc, on a vraiment tous les scénarios, tous les ingrédients pour que le suspense soit vraiment haletant jusqu'au bout. Alors il y a 8 ans, François Gabard, vous avez vécu ça. Alors pas avec une meute de poursuivants comme aujourd'hui, mais avec un mano à mano avec Armel Lecléache, qui est arrivé très peu de temps après vous, moins de 3 heures. Moi j'ai eu cette chance justement en tant que sportif, en tant qu'athlète, d'avoir ce duel, cette compétition jusqu'au bout. C'était fabuleux, génial. Par contre, c'est vrai que les scénarios étaient quand même relativement simple. Moi, c'est soit je terminais premier, soit deuxième. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on oublie peut-être là avec ce scénario, et où on peut aussi abandonner. Il faut pas oublier que d'ici mercredi, jusqu'à la fin de la course, on a quand même cette épée de Damoclès qu'on a sur le Vendée Globe. On revient dans l'Atlantique Nord en hiver, il y a des conditions difficiles. On n'est jamais à l'abri d'un problème technique majeur qui entraîne l'abandon. Donc, pour moi, c'était relativement simple. Il y avait 3 scénarios là dans la dernière semaine de course. Là, pour les marins, il y a une multitude de scénarios en termes de classement. Et l'hypothèse d'un abandon qu'on ne souhaite à personne évidemment, mais qui espèce d'épée de Damoclès qui est toujours là au-dessus de la tête des marins. Alors vous avez mis tout votre savoir-faire et celui de votre équipe au service de Charlie Dalin qui est en tête, au coude à coude donc avec Louis Burton. Vous devez être sacrément fier de lui, même si on sait que les choses, vous le disiez, peuvent changer très vite. Pour le moment, mais je pense qu'il faut profiter de chaque instant. Et alors évidemment, je suis pas objectif parce que je suis engagé avec mon équipe Merconcept dans la construction du bateau Apivia, dans l'accompagnement de Charlie sur ce Vendée Globe. Donc voilà,
j'espère, je croise les doigts évidemment pour que Charlie tienne la tête telle qu'il a depuis quelques jours. Ils sont dans quel état les skippers là? Parce que 75 jours en mer, on doit être épuisé avec cette pression en plus jusqu'au dernier moment. Je pense qu'ils sont en effet probablement dans un état de fatigue relativement avancé et en même temps concentrés jusqu'au bout. En tout cas, pour celui que je connais le mieux, on vient d'en parler. Pour Charlie, je le connais bien. J'imagine qu'il est dans un niveau de concentration super élevé. Il est là pour essayer de remporter cette course et il doit avoir en tête qu'un seul et unique objectif, essayer de trouver la meilleure trajectoire et la meilleure vitesse jusqu'au Sable d'Olonne. C'est le plus dur qui commence comme les 10 derniers kilomètres pour un marathonien. C'est un petit peu ça. En effet, on arrive dans le sprint final. Alors, je ne sais pas si le mot sprint est adapté parce qu'il reste encore une semaine de course. Donc, il faut gérer son rythme, gérer sa course jusqu'au bout. Mais plus la course avance, plus on pousse les marins dans leur retranchement, plus il faut aller chercher au fond de soi des solutions, il faut repousser les limites de la fatigue un peu plus loin et je pense et j'imagine que les marins vont continuer à apprendre à se découvrir dans cette dernière semaine de course, d'autant plus que pour certains marins, ils jouent la gagne alors qu'ils n'ont pas forcément cette expérience. Je pense à Louis qui est tout près de Charlie, qui est numéro 2, qui n'a pas forcément aujourd'hui une expérience comme pourrait l'avoir Charlie, ou je pense Jean Le Cam qui a un palmarès extraordinaire. Il y a certains marins qui jouent la gagne, Boris Herman, Louis Burton, qui n'ont pas forcément, je pense qu'ils n'étaient pas là au départ pour gagner. Ouais. Ils étaient là, ils faisaient partie des très bons outsiders et se retrouver comme ça à quelques jours pour aller chercher une victoire, parce qu'il va falloir aller la chercher, quel que soit le résultat, il va falloir aller la chercher. Je pense qu'ils vont se découvrir, ils vont aller chercher au fond d'eux-mêmes des nouveaux potentiels quelque part, et ça je trouve ça passionnant humainement. Je pense que ces 10 marins là sont en train de, tous les marins du Vendée Globe de manière générale, ce sont des héros. On aura encore des centaines de questions à vous poser, François Gabard, mais je voudrais en venir à votre histoire à vous, votre partenaire historique massif, votre sponsor, on le sait, vous a lâché en pleine crise sanitaire après 10 ans de collaboration. Vous avez accusé le coup. Est-ce que vous êtes maintenant à la recherche d'un nouveau partenaire? Oui, je le suis depuis le jour où cette histoire vous n'avez pas encore trouvé? Arrivée. Non, malheureusement, j'ai pas de nouvelles à vous annoncer. Néanmoins, nous, on continue à construire ce nouveau trimaran qui va être mis à l'eau donc en juin 2021. C'est un bateau magnifique. J'ai hâte. Ça, c'est votre nouveau bateau. C'est le nouveau bateau qu'on est en train de construire, évidemment. Donc, ce nouveau trimaran, son nom de code chez nous, c'est M101. Et donc, il va être mis à l'eau en juin 2021. Je cherche toujours activement. On est en train de travailler avec toute mon équipe pour arriver à financer l'exploitation de ce bateau dans les années qui viennent. Je suis confiant, mais il y a encore beaucoup de boulot et j'espère que les semaines et les mois qui viennent vont m'amener de bonnes surprises. On l'espère pour vous, évidemment. Vous avez reçu, François Gabard, une commande à la demande d'un particulier, me semble-t-il, un amateur, donc pour un catamaran volant électrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous en dire plus? Ça sera votre tout premier bateau de plaisance, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec mon équipe, on a la chance de construire un catamaran électrique volant. C'est un projet passionnant, un projet qui n'est pas dans la course au large, c'est un bateau de plaisance, mais qui est hyper intéressant parce que pour moi, pour toute l'équipe, je pense que le sens de la course au large, on apporte évidemment du rêve, du spectacle, comme on peut le voir sur le Vendée Globe, mais je pense que toute l'innovation technologique apportée par ces bateaux de la course au large doivent nourrir le monde maritime d'une manière un peu plus globale. Dans l'optique, quelque part, d'utiliser le vent là où on l'utilise pas, ou d'utiliser le vol, ce qui me fascine moi sur nos bateaux là où on l'utilise pas, et donc avoir la chance de travailler comme ça sur un catamaran électrique volant, se servir de toute l'expertise qu'on a pu emmagasiner ces dernières années dans le vol au large pour pouvoir l'appliquer sur un bateau de plaisance, c'est passionnant et je suis ravi qu'on ait ce nouveau projet. Il y aura combien d'autonomie par exemple? Une autonomie de 90 000, donc à peu près 180 km, pas mal. Donc avec un moteur électrique. Ce qu'il faut bien comprendre, alors pourquoi ça me passionne le vol, c'est parce qu'on s'affranchit de certains frottements, donc le bateau frotte moins sur l'eau. Pour nos bateaux de course, grosso modo, en utilisant la même voile, le même mât, on va plus vite. Pour un bateau de plaisance, on peut accepter d'aller à la même vitesse et d'utiliser moins d'énergie. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est pas fondamentalement de faire un bateau à moteur, ce qui est absolument pas mon cœur de métier. Par contre, permettre, grâce au vol, d'amener de l'électricité à bord d'un bateau et d'avoir une autonomie assez importante sur un bateau de plaisance, ça je trouve ça assez intéressant et une piste qu'il faut continuer à creuser pour essayer de trouver des solutions pour se déplacer avec le moins d'énergie possible sur les océans dans les années qui viennent.
Merci beaucoup François Gabard d'avoir apporté un vent d'évasion sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. On a une pensée évidemment pour tous les héros du Vendée Globe. On vous fera vivre leur arrivée bien sûr sur l'antenne d'Europe 1 grâce à notre spécialiste voile Corinne Boulot. Et je précise que lundi matin sur Europe 1, les 2 candidats qui sont au coude à coude en tête, on en a parlé, Charlie Dalin et Louis Burton seront les invités exceptionnels de Mathieu Béliard à 7h40 au beau milieu de l'océan. Donc à quelques jours de l'arrivée, ça sera à ne pas manquer.